Alors, le titre de l'atelier, il est peut-être imparfait, mais il appelle à beaucoup de réflexions des écrans et des soignants. Quel impact de la multiplication des outils digitaux? Et chacun ici, dans cet atelier, va porter son pluriel, parce que je pense qu'on peut mettre un S à impact. Et plutôt que vous faire l'inventaire à l'après-vert de qui est qui, je vais laisser la parole à chacun d'entre vous pour se présenter. Et pour faire le lien avec l'atelier précédent, il m'apparaît important de reprendre, et j'ai le copyright gratuit de Madame Cerizet, la prise en charge doit basculer vers la prise en soin, et finalement cette convergence de prise en charge à prise en soin, peut-être que le numérique permettra de l'aider. Et c'est vrai que le numérique, le digital, c'est un carrefour où la médecine, alors il y a très très longtemps, était très personnalisée parce qu'on n'avait rien et qu'on n'a rien, on essaye de faire quelque chose. On n'avait pas de médicaments, pas de technique, pas de radiologie, etc. Tous ces éléments ont mis quelque part une barrière entre le soignant et le médecin, et puis les infirmières, les aides-soignants et les soignants. Et donc, le numérique, le digital, dont un des principaux objectifs est de faire gagner du temps, de regagner du temps, et bien sûr de repersonnaliser finalement la fonction de soin, mais aussi l'écueil, c'est peut-être de la dépersonnaliser. Donc ça fait partie des enjeux. Et puis pour les soignants, c'est parfois une charge. On peut croire que finalement on s'éloigne du patient, et par la télésurveillance, par des liens et mails, SMS ou autres, ou applis, on est en fait toujours à côté du patient, ce qui est bien, mais il faut aussi être avec le patient, ce qui est encore mieux. Alors voilà, c'est une petite introduction, et je vais laisser à chacun d'entre vous, alors il y a des micros, normalement ils fonctionnent tous les micros, hein, on est à la paix, tout marche. Il faut juste actionner le petit levier et on passe au mode vert. Donc je vais laisser le soin à chacun d'entre vous de faire une petite intro de ce que vous êtes, de ce que vous faites, comment vous allez aborder le sujet de cet atelier. Et puis, évidemment, je laisse l'auditoire libre d'intervenir à tout moment, parce que ce n'est pas une table ronde. Donc, vous êtes vraiment libre d'expression à tout moment. Julia. J'y vais. Donc, je suis docteur Julia Donadio, donc je suis PH en chirurgie et orthopédie sur les hôpitaux Bichat et Beaujon. On a un vrai service BICID, donc sur les deux. Et j'ai également été chargée de mission depuis 2 ans pour la promotion des outils numériques, et notamment en vue de cet hôpital Nord. Et donc, en tant que chargée de mission, j'ai des actions dans l'hôpital, mais aussi dans les différentes instances et commissions institutionnelles au niveau de notre DPI, du portail patient, enfin, de tout ce parcours, tout cet ensemble numérique qui peut exister. Et moi, donc, je vais plutôt essayer de vous peindre quels sont les objectifs pour cet hôpital qui se veut augmenter en numérique, et comment est-ce qu'on essaye de faire pour y arriver, les freins, les difficultés, ce qui marche, voilà, un petit peu tout ça sur mon point de vue de soignant et de tout ce que j'ai pu rencontrer aussi dans les différentes institutions. Merci. Merci, bonjour à tous. Corinne Isnarbanis, je suis néphrologue à la Pitié-Salpêtrière. Il y a 2 ans, je m'occupe de la néphrologie ambulatoire. Je suis aussi professeure de néphrologie, et pour moi, la santé digitale a toujours été la perspective d'un levier qui permette d'améliorer et de fluidifier les prises en soins, on a dit tout à l'heure, des patients. Et donc, j'ai créé un MOOC sur les maladies rénales il y a assez longtemps déjà, d'ailleurs, presque 5 ans. Et plein d'autres choses pour essayer de voir comment on peut travailler avec des patients à développer ces outils. Et plus récemment, depuis un peu moins d'1 an, je travaille avec les équipes du Digital Medical Hub ici à l'Hôtel Dieu, avec un focus particulier sur la création d'un groupe de travail qu'on anime depuis un peu moins d'1 an, très multidisciplinaire, dont le questionnement principal est de savoir quel est l'impact sur ce qu'on a appelé au départ la charge mentale des outils digitaux, que ce soit pour les professionnels de santé
et on pourrait d'ailleurs dire plus largement tous les personnels de santé, mais aussi les patients, et on pourrait dire les aidants d'une certaine façon. Mais en tout cas, c'est une question qui nous a amené à passer beaucoup d'heures à réfléchir, à discuter. Et ce que je ferais peut-être aujourd'hui, c'est partager avec vous où on en est de nos réflexions et qu'est-ce que ça nous ouvre comme perspective de s'approprier ce débat et de réfléchir à ces questions-là en 2022. Voilà. Bonjour à tous, donc moi c'est Mathilde Matrin, j'ai une formation d'ingénieur et de designer et ça fait 3 ans que j'ai rejoint le projet Ecopen. Je ne sais pas si certains connaissent, c'est une start-up qui est à l'Hôtel-Dieu et qui développe une petite sonde d'ultrasons. Et donc mon rôle c'est de travailler à la fois avec les équipes qui développent le produit et avec les utilisateurs, donc qui sont soit des médecins, des sages-femmes, des infirmiers, pour essayer de faire en sorte que le produit réponde au mieux à leurs besoins et puis d'adapter, si besoin, toutes les fonctionnalités. Bonjour, je suis docteur Nathan Malka, je suis cardiologue à la PHP, chef de clinique au sein du service de Jacques Blachot au centre diagnostic, et je suis également porteur de projet e-santé, consultant pour des startups. Et je m'intéresse aux problématiques du numérique, notamment sur l'efficience de ces systèmes pour essayer d'optimiser le soin du point de vue des soignants. Bonjour, moi c'est Armelle Duchesne, je suis quête de santé et chef de projet pour un projet qui dure 4 ans et on est à peu près à mi-chemin aujourd'hui sur l'insuffisance cardiaque. Donc c'est des projets qu'on appelle article 51 pour ceux qui connaissent ces termes-là, qui sont des modèles de financement qui permettent du coup de faciliter, ou en tout cas d'encourager l'innovation. Donc on a surfé sur cette vague pour essayer d'avancer dans le projet qu'on avait lancé, qui était la construction d'un protocole de coopération, donc avec une délégation d'actes. Peut-être que je jargonne et vous poserez des questions si ça ne parle pas. Donc une délégation d'actes de cardiologues, en l'occurrence, vers des infirmiers, de la télésurveillance, et donc une prise en charge qui est multimodale, comme on peut dire, pour une prise en charge exhaustive. Et donc évidemment, on se retrouve avec du numérique à plein de niveaux, qui sont déjà pour la télésurveillance, mais aussi pour le suivi du parcours, pour le côté ville-hôpital, pour tout un tas de choses, et aussi un besoin de suivi de cohorte. Et donc on a dû un peu inventer nous-mêmes notre propre outil. Voilà ce que je voulais dire peut-être pour un peu aussi commencer à lancer le débat, c'est que c'est très foisonnant. On a entendu déjà tout à l'heure, et c'est très intéressant l'intervention précédente avec les témoignages de patients notamment. C'est extrêmement foisonnant, c'est envahissant aussi, le numérique. Il y a énormément effectivement de start-up, vous êtes certainement un certain nombre ici. Et finalement, c'est aussi quelque part une agressivité d'avoir énormément de sollicitations, ça va dans tous les sens. Et puis finalement, c'est un peu le tourbillon et des fois, on a juste envie de poser les choses et de rationaliser tout ça. Donc il y a vraiment des enjeux aussi de savoir prendre du recul et de reposer les objectifs. Finalement, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec tout ça? Donc c'était très intéressant. Ces journées qui sont organisées, je vous remercie de les organiser parce que c'est pour ça que j'ai répondu d'ailleurs. Je trouve ça tout à fait pertinent et c'est le moment vraiment de poser un peu les choses, je pense. Ok, donc ce petit tour d'horizon sur les... Vous voyez que c'est riche et des horizons divers, hein, des start-up, des soignants, des organisations, des projections hospitalières, peut-être même d'ailleurs, Julia, trop d'écran tue l'écran, trop d'organisation tue l'organisation, pas assez d'organisation est un problème aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre mission à la paix sur justement cette projection qui n'est plus de la transformation numérique, mais de la bascule numérique de 2 sites sur un site, et finalement pour un mieux-être. Peut-être aussi après Corinne nous parlera d'un bien-être. Je fais une petite différence entre le mieux-être qui est une projection pour aller vers un exercice meilleur, sans oublier pour autant le bien-être avec la qualité de vie au travail, et Corinne en reparlera. Donc effectivement, donc le projet déjà Hôpital Nord, pour tous ceux qui peut-être n'ont pas exactement, c'est donc l'Hôpital Nord qui va être créé. Donc il faut savoir que la date pour l'instant officielle, c'est décembre 2028, ce qui est en même temps loin et pas loin, ce qui nous fait quand même 7 ans. Et ça va regrouper 2 hôpitaux. Et donc c'est censé être un hôpital augmenté en numérique,
comme on dit en tout début d'introduction, c'est ce quoi devrait tendre cette nouvelle hôpital. Et donc, effectivement, il y a toute cette question, tout ce qui a été un peu évoqué tout au long de la journée. Et en plus, se fait dans la réduction capacitaire, les nouvelles organisations, comment est-ce qu'on intègre le numérique là-dedans, comment on fait fusionner des services. Donc, enfin, il y a effectivement tout ce qu'on a pu, comment est-ce qu'on intègre les patients dedans, tout ça qui revient, qui rentre en jeu là, avec en plus cette contrainte temporelle où c'est 2028, a priori, qu'il va falloir y aller. Donc on a 7 ans pour effectuer la transition entre on est à un état des lieux précis où je peux vous en parler et comment est-ce qu'on arrive à réinventer des modèles de soins, des parcours et même aller encore plus loin, ne pas calquer nos parcours, imaginer des nouveaux parcours, imaginer des nouveaux outils. C'est-à-dire qu'actuellement on peut se dire ben ça a l'air d'exister, par exemple des gros robots qui nous amèneraient directement les ancillaires au bloc opératoire. Ça, pour l'instant, ça existe. Est-ce que dans 7 ans, ce sera encore la base ou ce sera dépassé, il y aura encore autre chose et tout ce qu'on aura pu imaginer ou projeter, de commencer à faire, ce sera déjà obsolète. Donc c'est un petit peu tout cet exercice-là qu'il faut essayer de mettre en œuvre. Donc il y a 2 difficultés au moins. Oui. C'est la multiplicité des outils et la projection des outils numériques qui, à date, semble intéressante, mais qui, dans 8 ans, 7 ans, ne sera pas forcément sera possiblement obsolète. Obsolète. Enfin, des choses qu'on n'a pas encore forcément imaginées et qui, d'ici là, seront. À cela aussi se rajoute, moi, dans mon sentiment que j'ai dans mon quotidien, c'est que là, on est dans un public quand même averti, qui nous intéressons quand même beaucoup ça, et qu'on est quand même assez familier avec tout ça. La réalité quand même du quotidien des soignants d'une manière large reste quand même, on n'a pas forcément, ne serait-ce que le parc informatique, qui est aussi performant que ce qu'on peut avoir dans notre poche, que notre téléphone, qu'on n'a pas le nombre qu'on voudrait, que pour avoir ce qu'il nous voudrait dans la temporalité de la PHP, pour ceux qui n'y sont pas, pour faire un projet ou pour avoir du matériel, ça peut aller de 1 à 2 ans. Faire un projet, l'écrire, demander les budgets, valider, et qu'on l'ait concrètement installé, ça peut être très long. Et donc il y a tout ça, où, on le disait au début, est-ce que quand on aura fait ça, et le fait qu'on l'ait et qu'on le mette, on sera déjà en retard, quoi. Il y aura déjà quelque chose d'autre. Bon, alors, juste si je peux me permettre, ça fait écho avec ce que j'ai entendu tout à l'heure dans la session précédente, où on parlait du besoin de sécuriser les choses, et du coup il y a le besoin d'agilité, et je pense que c'est vraiment le gros challenge, c'est comment on arrive à sécuriser. Il faut du réglementaire, trop de réglementaire coince énormément aussi. Enfin, je pense que tout le monde essuie ça aussi. C'est à un moment donné, on finit même par oublier. Enfin voilà, moi je suis souvent dans une dichotomie où on va me parler de RGPD et j'entends dans les discours qu'on a carrément oublié le secret professionnel, quoi. Enfin, du coup, je me dis, on va peut-être déjà reparler du secret professionnel. Et puis le RGPD, c'est important, mais il ne faut pas oublier. Enfin, les choses ne doivent pas éluder des fondamentaux qui sont quand même hyper importants. Et donc, il faut de l'agilité. Et donc, c'est ce que j'entends dans ce que vous dites. Voilà. Enfin, je voulais juste rebondir là-dessus. L'agilité et la sécurité, et ça, c'est un vrai challenge et c'est des postulats, je pense, à poser. Oui, et à l'échelle de 2 hôpitaux qui deviennent aussi un hôpital, il y a aussi, qui se rajoute, ça on n'a pas forcément trop évoqué, une complexité qui est peut-être propre à nous, mais où des fois, paradoxalement, c'est plus simple de mettre en place, comme on l'a vu par exemple à Bichat, où ils ont une télésurveillance ou une diabète, paradoxalement, c'est plus simple de faire quelque chose dans un service pour une spécialité que se dire on va faire quelque chose pour un hôpital ou pour 2 hôpitaux. Paradoxalement, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est pas fait pour, en fait. C'est pas les mêmes circuits. Demander quelque chose qui va toucher plusieurs services, plusieurs, c'est le terme des structures administratives qui vont être différentes. En fait, paradoxalement, c'est beaucoup plus compliqué de faire du classique, on va dire, de faire de base des choses qui pourraient paraître simples dans un hôpital que d'un service qui va faire quelque chose de pointe, qui va innover. Paradoxalement, ça peut être plus simple que de faire du quotidien. Vous pouvez intervenir à tout moment, hein, aussi, c'est important. Et pour peut-être vous accompagner, il y a aussi les startups. Dans cette agilité, je reprends donc le terme d'Armelle Duchesne. Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous?
tout à fait. Donc nous, on essaye au maximum de pouvoir rapprocher un peu de ce que... Ah, ça marche, pardon. De ce que veulent les utilisateurs, et on essaye de travailler avec eux le plus tôt possible en fait dans la conception d'un produit ou d'une toute petite partie du produit. Et ça commence même avant de réfléchir à ce à quoi ça pourrait ressembler, à aller sur place, à faire des observations avec ces utilisateurs. On est par exemple, donc nous on développe une petite sonde d'échographie et qui a tout un tas d'usages, et notamment en santé maternelle, on travaille beaucoup avec le Bénin. Et du coup, on a travaillé avec des sociologues qui sont allés dans des maternités observer comment se passe une consultation prénatale sans même parler d'Ecopen. Et en fait, on s'est rendu compte de plein de choses qu'on n'aurait même pas imaginées sans aller sur place. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, mais il y avait plein d'outils de monitoring qui n'étaient pas utilisés parce qu'en fait, le jour où il n'y a plus de papier, plus personne n'a racheté du papier pour le mettre dans le dispositif. Et donc ça, c'est des choses dont on n'a pas forcément conscience et auxquelles on ne pense pas tout de suite au moment où on conçoit le produit. Mais il y a plein de tout petits éléments qui, mis ensemble, peuvent soit faciliter, soit au contraire complètement mettre en péril l'usage de ce qu'on est en train de faire. Donc il y a les observations avant et après, à chaque étape en fait, de la conception, essayer de revenir un maximum, de retourner vers les personnes qui vont l'utiliser au final, en faisant dès que possible des tests avec eux, donc sur des maquettes ou sur des produits un peu plus développés. Et même une fois que le produit il est fini, en faisant des pilotes où on va aller observer comment se passe l'utilisation sur le terrain. Ça ne marchait pas. Merci. Mais bon, j'avais fini. Merci beaucoup. Peut-être Armel et Nathan, il y a un volet télésurveillance très important dans votre exercice et donc l'impact de ces outils nombreux, impact positif, peut-être parfois négatif. Vous pouvez peut-être nous le développer et en parler l'un et l'autre. Alors, la télésurveillance, c'est un outil qui permet de récupérer des données chez un patient qui est en dehors de l'hôpital pour pouvoir les interpréter par une équipe médicale qui se situe au sein d'une équipe hospitalière la plupart du temps. C'est assez intrusif dans le sens où on délocalise une partie de l'hôpital dans le quotidien d'un patient, mais ce qui me paraît aussi intrusif que d'avoir un smartphone qui nous géocalise en permanence et qui nous fait l'historique de où est-ce qu'on est allé pour demander si on veut mettre une bonne note à tel restaurant ou tel autre. On peut avoir peur du numérique, à mon sens, mais on peut aussi évaluer le bénéfice réel clinique qu'il peut apporter dans la prise en charge de nos patients. On peut aussi imaginer un monde entièrement numérique avec une fluidité telle que ça devient un bonheur d'exercer dans une structure qui a une quantité de logiciels si l'interaction entre les uns et les autres est fluide. Ne serait-ce que d'imaginer dans un monde idéal la télésurveillance notifie un patient qu'il y a un événement qui est probablement arrivé, il faut qu'il revoie son médecin. Très bien. On est en 3240 pour ne choquer personne et ne pas faire peur à tout l'auditoire. L'hôpital vous envoie un taxi autonome dans lequel vous rentrez, vous faites votre préadmission dans le taxi, parce que de toute façon il conduit tout seul, et vous rentrez vos données par note vocale au taxi qui vous pose des questions, votre numéro de sécurité sociale, votre téléphone a-t-il changé, votre adresse, on refait le point. Vous arrivez sur place, vous avez déjà fait de l'IA conversationnelle avec une entité qui a recueilli des éléments d'information, puisque vous avez discuté avec elle, par rapport au motif de la télésurveillance, puisque c'est fluide, il y a eu des échanges qui sont faits. Et quand vous arrivez, le médecin, lui, sait déjà pourquoi vous venez, a déjà certains des éléments, il peut aller directement se concentrer sur vous et sur votre échange, et aller chercher des éléments ciblés pour permettre de faire son soin mieux, et aussi plus humain. C'est aussi la question de l'humanité dans l'usage du numérique. Pour revenir par exemple aux questions d'adaptabilité,
faire tout ça, ça nécessite des capacités d'adaptation qui sont folles et d'anticipation, comme de dire par exemple, si je veux en effet un robot qui rapporte de façon automatisée des modules ancillaires d'échographe de CG, il faut que ce soit à disposition et que je puisse par exemple avoir un dispositif qui soit suffisamment technologiquement avancé à un coût réduit, comme ce que propose par exemple Ecopen, qui soit intégré dans une boîte à outils qui soit mobile et que je puisse activer pour déclencher l'intervention de ce petit boîtier qui se déplacerait dans l'hôpital et qui viendrait me voir parce que j'en ai besoin à ce moment-là. Et qui irait voir ensuite le suivant parce qu'il en a aussi besoin. Ça regroupe beaucoup de ce qu'on a dit dans les sessions précédentes, à savoir une interopérabilité qui est assez importante, mettre peut-être une certaine partie de l'ego de côté et d'évaluer d'autres choses en effet que la masse monétaire générée et plutôt dans la qualité du soin, dans la qualité de vie, dans l'usage, dans l'intérêt à usage, plus que dans l'intérêt du marché, qui actuellement n'est pas pris en considération. Mais tout ça pour dire que l'ensemble demande d'anticiper non pas à 8 ans, mais je pense à des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années, pour ne pas avoir à reconstruire un hôpital tous les 50 ans, de se dire, si on devait rajouter, mettons, 80 kg de câbles au mètre carré sur 200 salles, est-ce que le bâtiment pourrait suivre en termes d'architecture ? Est-ce que le bâtiment tiendrait? Est-ce qu'il faut qu'on reconstruise? Est-ce qu'il faut qu'on repasse les fondations? Quelle est notre capacité d'adaptation? Est-ce que si on passe à du très haut débit sans fil, est-ce qu'on a une capacité à assurer que le très haut débit passe partout? Quelles sont nos capacités pour assurer le réseau dans chacune des espaces? Quelle est notre capacité de répondre si jamais il y a un problème? Le piratage, le risque cyber, il est croissant. Il y a énormément de contraintes qui se jouent et la multiplication des écrans, pour revenir au sens, à mon sens, pourra apporter une énorme plus-value si le numérique arrive dans la santé à retrouver une imperceptibilité comme notre smartphone qui nous traque dans la poche. Si dans une conversation, on est capable d'avoir un petit assistant numérique qui nous permet par exemple de structurer un compte-rendu par notre discussion, parce que je crois que c'est Nuance qui essaye de faire ça, une IA conversationnelle avec une structuration automatisée du compte-rendu. Ça, c'est une plus-value sur l'échange humain qui est fabuleux. On n'a plus besoin d'être derrière un écran à taper, à essayer de voir justement à quel moment je parle à la personne, à quel moment je réussis à l'occuper, mettons à prendre l'attention pour pouvoir commencer mon compte-rendu, à quel moment je conclus, quand est-ce que je lui explique. Il a des questions, mais moi je suis en train de terminer ma conclusion. C'est une gestion du temps de la consultation aujourd'hui qui est bouffée par le numérique parce qu'il est extrêmement intrusif. L'imperceptibilité, la télésurveillance par exemple, avoir un boîtier connecté et un dispositif de télésurveillance qui est soit dans la table de chevet, soit à côté, qui envoie les notifications la nuit, c'est quelque chose qui est relativement imperceptible et qui est très bien accepté. Et je pense que passer par l'imperceptibilité est une très bonne façon de faire avancer les choses, et en second lieu également de remettre en place l'humain qui sera mis en place par l'imperceptibilité, mais remettre l'humain en place dans les critères d'évaluation des outils numériques, de façon à ce que quand on intègre une solution dans un écosystème, on évalue certes ce qui va coûter, mais aussi l'impact à usage sur la qualité de vie, la qualité des soins, la plus-value et l'intérêt qu'il en a, même s'il rapporte peu. Je rejoins beaucoup de ce que vous avez dit. Peut-être pour compléter, par rapport au fait que ça soit vraiment utile, je pense qu'il y a la notion d'authenticité qui est très importante, c'est-à-dire que chacun reconnaisse finalement ce qu'il peut faire et pas faire et comment il est face à un outil et comment il l'appréhende et ce qu'il en fait. La notion qui est derrière, qui est la notion de sens. Alors on va dire le bon sens, plein de gens n'aiment pas ça. Moi je l'aime beaucoup, peut-être que c'est parce que j'ai des origines un peu rurales, alors je parle beaucoup de bon sens. Mais vraiment mettre du sens. Et le piège, c'est que les outils, en fait, l'histoire des outils fait que ceux qui sont la deuxième, la troisième, la quatrième génération n'auront plus l'origine de l'histoire de cet outil et ne sauront plus pourquoi il a été pensé comme ça. Et du coup, on ne sait plus finalement pourquoi cet outil est comme il est aujourd'hui. Et donc, pouvoir continuer ce sens. Il y a aussi la notion que nous sommes des êtres humains et que j'imagine, pour moi, le numérique, peut-être c'est le côté qu'on apprend aussi en gestion de risque, c'est qu'il faut automatiser le maximum qui est automatisable pour libérer de l'intelligence humaine. Et je pense que c'est pour moi l'essentiel du sujet, c'est-à-dire que l'outil doit aider à libérer le cerveau humain qui est utile, qu'une machine ne pourra jamais faire,
qui sont un mélange d'intelligence émotionnelle, intellectuelle et tout ça. Donc je pense que vous avez plein de choses à dire sur la charge mentale. Les neurosciences, à mon avis, doivent jamais être éloignées de toutes ces évolutions numériques, comme tout ce qui est les sciences sociales et tout. Enfin, les sociologues ne devraient jamais être très loin des groupes de travail non plus, je pense. Donc il ne faut pas les oublier. Donc à mon avis, il faut mettre des sociologues et des spécialistes des neurosciences autour des tables, des professionnels, des ingénieurs, etc., de tout ce qui a été dit auparavant. J'ai déjà beaucoup parlé. Très bien, parce que comme ça nous permet de rebondir. Et Corinne Isnar-Banis va nous parler un peu de ses activités avec le DMH, mieux-être, bien-être, convergence de tout ça, notamment pour les soignants, à une période où je crois qu'il y a une petite difficulté du soignant à l'hôpital. Ah bon ? D'abord, je voudrais faire 2-3 commentaires un peu génériques sur ce sujet. Moi, j'ai l'impression qu'on pense cette révolution digitale à travers l'outil digital. Et je pense que la première erreur, elle est là. En fait, le sujet, c'est pas l'outil, même si on a cette chance extraordinaire d'avoir, comme vous l'avez dit, un foisonnement d'outils. C'est-à-dire qu'on a une créativité, des startups, des entreprises, de tous les gens qui sont dans l'innovation, qui est tout à fait foisonnante et qui est très enthousiasmante. Mais ce n'est pas ça qui drive le système. Ce qui drive le système, et d'ailleurs c'était intéressant d'avoir cet échange aussi dans l'atelier précédent avec les patients, c'est de savoir de quoi on a besoin et ce qu'on va en faire et comment on va le déployer. Et du coup, c'est vrai que ça nous amène à revenir à l'analyse de nos besoins. Et il me semble que dans cette révolution numérique, on a été devancé par la technologie, il y a eu cette espèce d'explosion finalement du numérique, du digital, qui nous a ouvert des tas et tas de portes, alors que dans notre environnement de la santé, finalement, on n'a pas avancé aussi vite dans la rénovation des métiers dont on a besoin à l'hôpital, la transformation de la culture, de notre culture professionnelle, l'évolution de ce que c'est que finalement être médecin, cardiologue, néphrologue ou toutes les professions de l'hôpital. C'est quoi notre cœur de métier ? Qu'est-ce qu'on imagine qui reste vraiment très profondément notre compétence ? Et du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir déléguer, entre guillemets, à l'automatisation digitale ou à des outils digitaux ? Et je crois que ce qui me fait très plaisir aujourd'hui, c'est d'entendre aussi tout le monde aller dans le sens de l'utilisation du digital pour idéalement améliorer la qualité de vie de celui qui l'utilise, gagner en efficience et pouvoir libérer du temps pour récupérer du temps humain. Et ça reboucle à mon avis complètement avec ce que tu viens de dire par rapport à la souffrance très globalement des hôpitaux, qui est très multifactorielle, ou des soignants. Mais une des choses dont se plaignent les soignants, c'est de ne plus avoir de temps. Et on compte tous sur la révolution digitale pour pouvoir nous redonner ce temps. Alors, quelles sont, dans les multiples conditions, nous, la réflexion qu'on a eue dans notre groupe de travail, d'abord, ça s'est constitué de manière assez informelle, mais on s'est trouvé autour d'une table avec des spécialistes des neurosciences, des chercheurs, psychiatres, médecins cliniciens, des gens qui ont monté des startups, des entreprises qui travaillent sur des outils digitaux, des pharmaciens, des psychologues du travail, des ergonomes. Et on aurait pu, et d'ailleurs la liste finalement petit à petit, au fur et à mesure qu'on se réunissait pour travailler, on se disait mais en fait il nous faudrait aussi telle ou telle compétence, et on ne sait pas très bien où est-ce qu'on va finalement mettre le curseur, parce que je pense que c'est une question qui finalement concerne toute personne qui dans notre société aujourd'hui réfléchit à la santé. Le philosophe, le sociologue, etc. Et donc, voilà. Mais le fait est qu'on a concrètement un groupe de travail qui s'est réuni en se disant, voilà, bon, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ces outils digitaux impactent avec ce qu'on a au départ appelé la charge mentale, parce que c'est un terme qui nous parlait, c'est un terme à la mode, c'est un terme dont on a parlé dans d'autres domaines, hein, charge mentale des femmes, des parents, etc. Et puis, en fait, on s'est dit, bon, bah, c'est quoi la charge mentale ? Ce serait tout ce qui interfère avec nos capacités neurocognitives, avec, on pourrait dire, la bande passante, quoi. Mais finalement, on a commencé par se dire, mais oui, mais il n'y a peut-être pas que ça, finalement.
Il y a des tas d'autres dimensions à prendre en considération et on s'est dit, bon, bah, ok, c'est pas grave, on va se donner le temps de faire la liste de toutes les dimensions qui nous paraissent importantes dans l'évaluation de l'efficience d'une solution digitale et son impact sur son utilisateur. Et en ce sens, c'est une réflexion qui inclut d'ailleurs la réflexion très aboutie qu'on a déjà, parce qu'il y a des tas de gens qui sont spécialisés là-dedans, sur ce qu'on appelle le user X, mais qui, à mon avis, la réflexion qu'on a là, elle est beaucoup plus large que ça. C'est pas simplement est-ce que je réponds, est-ce que l'usager va pouvoir se servir de la solution, est-ce que c'est facile à utiliser, est-ce que c'est plug and play pour celui qui s'en sert, etc. On s'est rendu compte en faisant cette liste de dimensions qu'il y en avait tellement qu'on a été obligé de les classer. Et en fait, on a classé ça en dimensions certainement neurocognitives. Par exemple, quand vous êtes obligé de travailler sur 10 applications en même temps, ça vous prend de la bande passante là, dans vos petits neurones parce que vous êtes en fait incapable de faire plusieurs choses à la fois du point de vue de votre attention, des processus attentionnels, de la mobilisation attentionnelle. Vous êtes obligé de passer d'une tâche à l'autre. Donc si au lieu d'avoir une tâche qui est de parler à votre patient, vous avez 10 tâches qui est parler au patient, rentrer dans son dossier médical, consulter sa biologie, enfin je vois. Donc, et c'est ce qu'on fait tous dans le monde du soin comme dans d'autres métiers probablement, on n'a pas encore des outils qui nous permettent de fluidifier ces actions-là. Donc évidemment qu'il y a ça, mais évidemment il y a tout le domaine de l'ergonomie physique. On a tous, à force de rester devant des ordinateurs, des problèmes liés à la... Enfin, c'est fascinant de voir quand même, moi ça fait 30 ans que je suis à l'assistance publique, je fais le même métier, a priori. Mais je suis passée d'un métier où j'allais donner des avis dans les couloirs de l'hôpital où je devais marcher à peu près 20 km par jour, et puis maintenant à un métier où j'arrive le matin et à 8h30 et jusqu'au soir, je suis assise sur la même chaise devant un écran. Alors j'ai parlé à des dizaines de gens, j'ai donné plein d'avis, j'ai fait plein de choses, mais tout ça s'est passé dans l'immobilité. Donc ça change considérablement notre interface. Mais ce qui est aussi passionnant, c'est qu'on a pu mettre des tas et des tas de dimensions dans des catégories organisationnelles autour du travail. Parce que quand on se met à avoir des outils digitaux, on change la structure même de l'organisation du travail. Et si on n'anticipe pas et si on n'accompagne pas ces changements organisationnels, ça ne va pas marcher parce que l'organisation du travail, c'est une discipline en soi. Et quand quelque chose peut être très bien fonctionner en termes d'organisation entre personnes qui se parlent et qui vont d'un bureau à l'autre ou qui se téléphonent, mais le fait d'introduire un nouvel outil va changer l'organisation du travail. Et puis, il y a toute une catégorie d'impacts qui peuvent être mis dans des questions managériales, dans des questions de formation. Et en fait, quand on fait l'analyse, si vous avez la curiosité de prendre un outil digital qui a fait irruption dans votre métier, dans votre quotidien professionnel récemment, regardez d'abord qui vous l'a proposé, pourquoi on vous l'a proposé, est-ce que ça répondait à votre besoin, à un besoin de l'institution, à un besoin d'une tierce personne, est-ce qu'on vous a appris à vous en servir, est-ce qu'on vous a accompagné, comment vous avez vécu l'irruption parfois un peu agressive en effet d'une solution digitale dans votre quotidien professionnel, est-ce que vous avez eu l'impression qu'on vous faisait plus confiance, qu'on vous retirait des tâches, qu'on augmentait vos tâches, qu'on vous demandait de faire des choses dont vous n'étiez pas capable, qu'on avait transformé vos compétences sans vous donner les moyens d'acquérir ces compétences, ou transformer les attentes professionnelles. Et donc là, on voit à quel point, finalement, on touche à peu près à tous les secteurs de l'interface d'une personne avec son environnement professionnel. Et quand on réfléchit aux patients, on en a eu un très joli exemple tout à l'heure. Je me suis souvent fait la réflexion quand je vois des gens dans la rue en été avec le petit machin collé sur le bras qui dit « j'ai un freestyle, je suis diabétique ». Je me suis souvent posé la question de me dire finalement, c'est pas discret ce truc-là. Les gens n'ont pas forcément envie de dire à tout le monde qu'ils sont diabétiques et pourtant, ils ont cet outil. Et en effet, c'était intéressant de voir que les patients se posent cette question-là et que c'est une difficulté dans l'acceptabilité. Et donc, quand on commence à nous projeter avec des outils qu'on trouve pertinents pour les malades, qu'on a conçus vraiment de manière très sincèrement tournée vers l'amélioration de la prise en charge, de la prise en soin, de l'accompagnement, de la qualité de vie des patients, on est souvent totalement à côté de la plaque
pour prendre en considération l'impact que ça va avoir sur le vécu de la personne à qui on propose ça. Il y a des tas de gens qui n'ont pas du tout envie qu'on leur mette des machins qui les enregistrent à la maison, qu'une machine de dialyse à domicile, même si on leur promet que ça va être de retrouver la liberté, l'autonomie, il y a énormément de patients qui ne trouvent pas du tout qu'on est plus autonome quand on vous colle l'hôpital à la maison. Qui plus est, si à travers votre réseau Internet, on envoie des tas d'informations vous concernant, personnelles, à une équipe médicale dont vous ne savez pas qui va les voir, quand, pour faire quoi, etc. Et donc, on pourrait multiplier en fait les exemples, mais je vais m'arrêter là juste pour dire que ce groupe de travail en fait a eu un peu le tournis et le vertige en fait en commençant à réfléchir à toutes ces questions-là, en se disant mais finalement ça dépasse de très très loin ce qu'on avait imaginé être un sujet de charge mentale au départ. Mais bon sang, qu'est-ce que c'est passionnant, et surtout qu'est-ce qu'on a envie que ce soit pris en considération par tout le monde, parce que aujourd'hui la mise le partage et le déploiement des solutions digitales dans la santé, on aimerait vraiment qu'on puisse réfléchir et anticiper les impacts négatifs qu'il pourrait avoir sur les gens qui vont s'en servir, de façon à mieux les prévoir, à mieux les travailler, à mieux les diminuer, et puis surtout essayer de faire en sorte que ces outils digitaux, encore une fois, qu'ils soient destinés aux soignants ou aux patients ou à d'autres populations dans la santé, ne fassent qu'apporter de l'efficience et de l'amélioration de la qualité de vie au travail. Voilà. Donc la suite de notre projet, c'est une étape fondamentale pour nous, en tout cas, c'est de se dire, si on veut pouvoir avancer, il faut non seulement qu'on puisse décrire quelles sont ces dimensions à prendre en considération, mais il faut qu'on réfléchisse comment on peut mesurer, avoir des indicateurs de la métrologie, en fait, des indicateurs qui nous permettent de mesurer ces impacts. Parce qu'on ne pourra jamais demander à une start-up comment elle se situe sur l'impact qu'elle a sur les usagers avec sa solution, si on ne lui donne pas des clés pour qu'elle puisse le mesurer elle-même. Alors, il ne faudra peut-être pas mesurer toutes les dimensions pour toutes les solutions, mais en tout cas, ce qu'on aimerait, c'est continuer notre travail dans cet axe-là, et puis essayer d'arriver à une première étape de synthèse qui va probablement se concrétiser sous la forme d'un texte, un livre blanc, ou je ne sais pas trop comment ça va s'appeler, mais en tout cas, un texte qui va partager nos réflexions, ouvrir le débat. Et puis au-delà de ça, on est tellement passionné par ce qu'on fait dans ce groupe que personne ne veut s'arrêter, et que ce groupe est en train de se transformer en une task force, c'est-à-dire un groupe qui veut non seulement réfléchir et écrire des choses, mais aussi faire. Et puis faire, ça veut dire communiquer, contribuer à la culturation, entre guillemets, même si j'aime pas tellement ce mot, et la transmission de notre vision, d'une vision de comment on peut implémenter le digital dans la santé pour le bien-être de tous. Et puis aider au déploiement de la formation sous toutes ses formes et de la recherche. Donc il y a une partie du Digital Medical Hub, donc sa partie académique, qui continue à travailler et va développer un axe de recherche plus fondamental sur ces questions-là, avec l'intention de pouvoir le plus possible directement travailler avec ceux qui sont déjà en train de faire, donc toutes les entreprises et les startups qui nous amènent déjà des solutions super innovantes sur le terrain, pour que ces informations diffusent et qu'ensemble, on puisse le plus rapidement possible et le plus efficacement possible avancer sur ces réflexions-là. Merci beaucoup Corinne. Effectivement, on voit bien l'importance d'organiser, peut-être même de canaliser cette charge cognitive. Et avec Julien, on partage un environnement qui depuis longtemps, finalement, est sujet à cette charge cognitive, c'est le bloc opératoire. Le bloc opératoire, il y a plein d'informations, plein d'écrans, et c'est un endroit vraiment de prédilection où la charge mentale est forte, avec plein d'outils numériques, et il faut vraiment faire le tri, parce que c'est pas si simple. C'est pas si simple. Et si on rajoute des outils numériques personnels, par exemple, alors le chirurgien, il utilise rarement son smartphone quand il opère, mais il a le casque, il a parfois même des optiques, etc. Donc, vous voyez, c'est pour lui aussi une charge mentale. Et ce mind wandering, donc le vagabondage de l'esprit, peut être aussi une source de risque. C'est exactement comme en voiture, le téléphone au volant, on sait que ça nous fait freiner beaucoup plus tard, et parfois même trop tard, d'où l'interdiction
du téléphone comme ça. Alors les oreillettes, non. Le Bluetooth, peut-être. Et ce mind-wandering est un risque, notamment au bloc opératoire, un risque aigu, mais aussi dans le cas de la télésurveillance, ça peut être une charge mentale aussi chronique qui, pour le soignant, peut être un poids, une difficulté. Donc c'est vraiment important de le gérer. Et au contraire aussi une addiction. Addiction dans le sens à la fois positif et négatif, c'est que typiquement dans la télésurveillance, là, pour celle que je suis principalement, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais j'accompagne des infirmiers qu'on forme à ce protocole un peu partout en France. Donc du coup, j'ai pas une vision que hospitalière, ni que publique. Donc je vois un peu différentes façons d'assimiler tout ça. Et en fait, dans la télésurveillance, en tout cas dans le cadre de cette expérimentation étape là, qui a fleuri en France, on se doit de regarder réglementairement parlant une fois par semaine. Tous ceux que j'ai croisés, c'est plus fort qu'eux. Il faut qu'ils aillent voir s'il n'y en a pas un qui a un problème. Donc il y a une... alors qu'ils y sont pas... Enfin, il n'y a pas un péril en la demeure là tout de suite. Mais parce que la donnée est disponible, on a envie d'aller la voir, on a envie d'aller la regarder parce qu'on se dit peut-être que je peux agir. Et alors, la charge mentale hyper importante, c'est que si jamais je me suis dit, allez, j'ai fait ma part aujourd'hui, je reviendrai demain et je regarderai demain. Et qu'il s'est passé quelque chose entre-temps. Et ça arrive, parce que la vie est la vie, et que ça n'a certainement rien à voir, très souvent ça n'a absolument rien à voir, ça n'aurait rien changé d'avoir regardé. Mais le fait de ne pas avoir regardé alors que j'avais pensé regarder, et que le patient, par mes aventures, il lui arrive quelque chose, notamment insuffisance cardiaque, le décès tout simplement, qui survient dans la nuit, c'est hyper lourd, quoi. Donc il y a aussi la solitude dont on n'a pas parlé. La solitude devant l'écran. Vous disiez tout à l'heure, moi ça m'a résonné ça, ce que vous donnez dans votre pratique, où je faisais 20 km. Alors il y a le côté postural et il y a le côté isolement. Et alors moi, c'est dans les formations que j'accompagne avec les infirmiers, on a un moment où on parle beaucoup de ça, en fait. Sur le fait que c'est des pratiques au-delà du numérique, hein, sur le côté de la délégation d'actes, etc. Sur le fait que c'est des petits extraterrestres au départ, parce qu'ils sont un peu seuls dans leur pratique, parce que c'est des pratiques nouvelles. Et je passe du temps alors à essayer de les sensibiliser sur le fait qu'il ne faut pas rester isolé. Donc on a lancé une communauté de pratique. Tout à l'heure, j'ai pas eu l'occasion de le redire, mais il y a quelqu'un qui a émis la réponse à sa question, c'était la communauté de pratique. En tout cas, c'était la patiente qui était là, qui était patiente experte. Et donc, en fait, il y a un isolement. Le numérique provoque aussi un isolement qui peut être piégeant. C'est exactement... Enfin, ça reboucle complètement avec l'organisation du travail. C'est-à-dire, on ne peut pas dire à quelqu'un, maintenant, vous allez travailler derrière un ordinateur, et sans prendre en considération ce que ça va changer dans ses interactions avec ses collègues professionnels, sa supervision, son encadrement, etc. Et donc, quand on met des gens derrière des ordinateurs sans imaginer la façon dont on doit réorganiser la collectivité, on se trouve devant des situations comme ça, où a posteriori, quand on se rend compte que ça pose un problème, en effet, on se dit, tiens, il faudrait quand même qu'ils aient des interfaces entre eux, il faudrait qu'ils puissent échanger entre eux, et on va construire des choses. Mais tout ça pourrait être anticipé. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on est dans l'innovation digitale, on a l'impression que la fin en soi, c'est d'avoir l'outil. Mais pas du tout. Si on vous donne l'outil et qu'on n'a pas envisagé comment ça allait s'insérer dans un périmètre professionnel et comment il va falloir transformer la relation entre les professionnels, les responsabilités, le partage des responsabilités, l'organisation de la transmission des données, les échanges entre professionnels, etc. Enfin, il y a 1001 sujets dont, évidemment, les spécialistes de l'organisation du travail pourraient vous parler mieux que moi, mais qu'il faut prendre en considération. Ça peut être des causes d'échec vraiment cuisantes de certains outils digitaux, alors même que ces outils ont une valeur ajoutée. Tous les outils qui sont créés par les entreprises et les startups ont de toute façon au départ un objectif qui a été très bien défini et qui est souvent pertinent. Et la cause de l'échec, elle est souvent pas liée à la réponse initiale à laquelle l'outil digital est censé pouvoir apporter une solution, mais à tout cet environnement qui n'est pas pris en considération. Et ce que je voulais juste dire, c'est que j'en ai pas parlé parce que ça nous paraît tellement une évidence qu'on l'a un peu mis de côté, mais le premier élément, évidemment, de discussion qu'on avait mis dans le chapeau charge mentale, c'était le stress
et le burn-out. Et si vous regardez la littérature, en réalité, elle est encore assez peu documentée sur ces questions-là, si ce n'est dans les liens entre outils digitaux et dépression, burn-out, stress au travail. Je parle des professionnels de santé, où là, il y a beaucoup de littérature. Et en particulier, ce qui vient en premier, mais peut-être on avait dit qu'on n'en parlerait pas, mais c'est le dossier informatisé du patient. Mais quand même, comment faire pour ne pas en parler de ce truc-là? Et donc, en fait, mais ça, c'est international. Hein. Je ne parle pas que pour l'assistance publique, mais dans le monde entier, les articles qui sont publiés par les professionnels de santé soulignent le fait que ce qui a été un facteur, le facteur numéro 1 cité dans tous les travaux expérimentaux où on regarde quels sont les liens entre le digital et ce qu'on peut définir comme le burn-out, qui est quelque chose d'assez complexe, c'est la mise en application obligatoire de l'utilisation des dossiers informatisés. Et quand on regarde comment ces dossiers informatisés se sont déployés, c'est une caricature de ce que j'ai dit, c'est-à-dire que les dossiers informatisés ont été déployés partout pour des tas de raisons tout à fait pertinentes, mais jamais pour améliorer la qualité de travail des professionnels de santé. Donc il ne faut pas s'étonner si après, comme on ne l'a pas anticipé, forcément, maintenant on a les impacts. Mais évidemment, c'est tout à fait organisable et récupérable, et c'est ce qui se passe avec l'expérience. Mais en fait, concrètement, sur le terrain, ça se passe exactement comme ça. Quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que tout n'est certainement pas digitalisable. Enfin, je crois qu'on ne l'a juste pas dit, mais c'est chouette d'être un être humain, je pense. Et donc, tout n'est pas digitalisable. Et donc, je pense qu'il faut aussi accepter, voire s'interdire, de digitaliser certaines choses, peut-être. Enfin, il y a des moments, on a le droit de dire que non, ça, il ne faut pas le digitaliser. Mauvais chemin. Et peut-être que, comme on parle, forcément, c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà, on n'est pas obligé de tout digitaliser parce qu'avant tout, un être humain cherche un être humain quand même quand il est dans l'angoisse, et quand il est dans la détresse, et quand il est dans la souffrance, et quand il est dans le besoin. Donc il cherche un être humain, il ne cherche pas un ordinateur ou une intelligence artificielle, même si ça peut l'aider. Ça, j'en conviens. Alors pour aborder gentiment la phase question, et je vais poser la première question à Mathilde et à ceux dans la salle aussi qui proposent des solutions digitales. Il y a une mode d'emploi, il y a la notice, mais dans votre conception de l'outil, est-ce qu'il y a l'accompagnement? L'accompagnement, alors pour le patient, oui, forcément, mais quid pour le soignant? Tout à fait, et ça rejoint, vous parliez de la formation. Ça, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a l'outil en fait qui a été conçu en espérant répondre au mieux à un besoin. Mais après, il y a l'usage qui va être fait de cet outil par la personne. Et alors, il y a tout ce qu'on a pu anticiper, mais il y a aussi tout ce qui vient survenir, que ce soit des bonnes ou des mauvaises pratiques. Et en fait, les futurs utilisateurs, ils ont besoin d'être accompagnés là-dedans, surtout au début. Nous, on a des médecins qui sont formés à l'échographie et qui nous disent qu'au début, ils sont très désemparés, en fait, parce que ils n'ont pas forcément quelqu'un qui peut leur confirmer que oui, ils sont en train de faire la bonne échographie, ils sont en train de voir la bonne image, et ils se disent là, maintenant, c'est ma responsabilité. Est-ce que je suis légitime à dire que ce que je vois, c'est bon, que j'ai eu la bonne coupe? Donc, ça nécessite beaucoup de formation. Alors, sur le fait de faire l'échographie, mais sur aussi tout ce que ça va transformer, en fait, dans la pratique générale. On parlait des sages-femmes. En fait, par exemple, il y a des sages-femmes, donc nous, en l'occurrence, avec des sages-femmes avec qui on travaille dans des centres de santé au Bénin, où il y a très peu d'accès à l'échographie. Et là, d'un coup, on va leur permettre de pouvoir observer, même si elles sont censées référer à des médecins gynécologues si elles voient des gros problèmes, mais elles vont forcément voir qu'il y a un placenta prévia ou quelque chose, et qu'il va falloir référer la patiente peut-être à un hôpital qui va être loin, où ça va coûter cher d'y aller. Et les sages-femmes, elles ne sont pas forcément toutes déjà préparées à annoncer une mauvaise nouvelle à une patiente,
au mari, et ça peut être bien pire qu'un placenta prévia. Et du coup, il y a toute cette formation à l'utilisation de l'outil et aussi à tout ce que ça va pouvoir engendrer comme changement en fait dans la pratique de manière générale. Et ça, c'est la responsabilité de. Alors, ça peut être, c'est anticipé par la start-up ou le créateur, mais c'est beaucoup plus général et ça fait travailler ensemble plein d'acteurs différents, donc les constructeurs, mais aussi les hôpitaux, les centres de santé, enfin à plein de niveaux. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui veulent apporter leur complément et leur vision ? Nous, on a en ce moment, en testant justement de faire apparaître des données qui n'étaient pas analysées jusqu'à présent sur ces retours des patients qui passent dans les parcours, et le fait de les faire apparaître aux équipes, que ce soit des directions qualité ou même des cadres de santé, en fait, ils se retrouvent un peu démunis en disant ok, mais c'est des nouvelles données, mais finalement, qu'est-ce que j'en fais ? Comment je les prends en compte dans mon quotidien, dans mes habitudes ? Et effectivement, c'est des choses qu'on est obligé aussi de prendre en compte et de co-construire avec eux aussi comment ces données comment on va accompagner le changement qui est impacté par ces données, ces nouvelles données qu'on amène. Ouais. D'autres commentaires ? On vous attendait. Merci. Cette question pour le professeur Anis, d'une part. Les travaux sont accessibles au public. La liste des critères, la liste des dimensions, elle est accessible. Alors pour l'instant, c'est un travail très modeste qui s'est fait dans un petit groupe, mais qui va avoir pour vocation d'être communiqué, oui, bien sûr. On a l'intention de mettre ça sur un site internet, de le rendre public. Tout ce travail, en fait, se fait dans le cadre d'une perspective complètement open source qui sera partagée. Parce qu'elle peut être introduite en amont de la conception. Oui. Donc, intégrer ça dans la conception. C'est l'idée, bien sûr. Et deuxièmement, lors de la mise en œuvre de l'intégration au SI. Oui. Actuellement, l'intégration se situe simplement à une installation du logiciel sans prendre en compte son contexte au sein du SI, mais aussi son contexte ergonomique de l'utilisateur final. Je pense que ce que vous avez dit, Monsieur Bézi, c'est exactement ce qu'on dit depuis ce matin, et vous rebouclez avec ces questions-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous convaincus qu'on devrait vraiment être dans le co-design et la co-conception, et pour autant, on ne le fait pas. Alors que dans les pays d'Europe du Nord et dans des sujets en dehors de la santé, c'est la base et c'est systématique. Et aujourd'hui, je trouve que ce qui nous freine énormément, c'est une espèce de déperdition d'énergie fabuleuse à développer des logiciels et à les déployer. Et puis après, 10 ans après leur déploiement, maintenant qu'on reçoit des questionnaires pour nous dire « Ah bah tiens, vous en pensez quoi de notre logiciel dossier patient ?» Mon gars, ça fait 12 ans qu'on galère avec ça, donc... franchement, on aurait gagné du temps à le faire à J0. Voilà. Et tout est comme ça, mais c'est difficile, manifestement. Et ça, je pense c'est vraiment très intéressant d'essayer de voir où sont les freins. Il y a des freins qui sont probablement dans la culture de métier, c'est-à-dire que quelqu'un qui est développeur pense qu'il sait développer, quelqu'un qui est médecin pense qu'il sait de quoi a besoin le malade. On a exactement la même réflexion avec l'éducation thérapeutique dans laquelle moi j'ai été énormément impliquée, c'est-à-dire que tous les professionnels de santé depuis la loi HPST de 2009, quand on a eu l'obligation de développer des programmes d'accompagnement des patients, tous les professionnels de santé ont dit nous on sait de quoi ils ont besoin les patients. Regardez ce que ça a donné, on a perdu 15 ans. Voilà, parce qu'on n'a pas été capable, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais on n'a pas été capable dès le départ d'imaginer que, nous, on est soignants, mais que ce dont les patients ont besoin, en fait, on ne sait pas. Voilà. Et donc, si on avait vraiment intégré ça, vraiment, dans notre cœur de métier, vraiment, c'est-à-dire si on en avait été convaincu, on aurait d'emblée construit des programmes d'éducation thérapeutique avec des patients.
Alors, il n'y a pas que ces raisons-là, parce que les patients, ils étaient moins présents, ils étaient moins formés, ils étaient moins disponibles, ils étaient moins impliqués. Donc aujourd'hui, on est vraiment en capacité de travailler comme ça. Et je pense que ce qui est vraiment très intéressant aujourd'hui, pour moi, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut, puisqu'on a tout cet écosystème, on a des ressources absolument phénoménales de différentes compétences et de métiers, comment est-ce qu'on peut faire pour co-concevoir ensemble nos solutions digitales ? Et donc ça nécessite de changer des choses qui sont très profondément ancrées. Dans les appels d'offres et dans les cahiers des charges. Alors il y a un aspect réglementaire, vous avez raison, qui est probablement fondamental. Et là, c'est une culture à diffuser auprès des DSI et des chefs de projet. Et il y a une sorte de paresse intellectuelle, même lorsqu'ils ont recours à des cabinets extérieurs de MOA, pour ne pas exiger cette démarche en amont et en aval lors de l'intégration. Il n'y a rien de plus difficile que de changer ses habitudes. Mais je pense qu'on ne peut pas décider de l'achat et du déploiement d'un logiciel métier dans la santé de la même façon qu'on choisit un chariot pour transporter du matériel, ou de la même façon. Et puis les choses ont évolué, donc il faut laisser le temps à tout cet écosystème d'évoluer avec ce... Et c'est dommage que vos travaux ne soient pas accessibles. Non, mais ça ne va pas tarder. On a commencé il y a 9 mois. Pour les intégrer. Et puis une deuxième remarque sur ce que vous appelez l'hôpital augmenté, où monsieur faisait allusion donc aux capacités à anticiper, puis à intégrer différentes dimensions. Dans l'industrie, il y a ce qu'on appelle les jumeaux numériques d'un produit, mais il y a aussi le jumeau numérique d'une usine, d'une plateforme logistique. Il y a aussi le jumeau numérique de l'hôpital. Intégrer donc différents facteurs et puis voir les capacités à être résilient et être évolutif. Et ça suppose d'abord modéliser les différentes composantes d'un hôpital, et puis d'une manière paramétrique, et puis établir des scénarios sur des flux patients en période calme et puis en période de crise. Et c'est là où on voit les capacités à absorber des périodes de crise. Et ceci, on peut le faire à travers ce qu'on appelle le jumeau numérique de l'hôpital. C'est tout à fait possible. Encore faut-il que des acteurs au sein du système hospitalier, de l'administration hospitalière, veuillent prendre en compte ces démarches. Et, par exemple, à l'hôpital Nord, le futur hôpital augmenté, prend en compte le jumeau numérique. Pour l'instant, il n'y a pas de jumeau numérique encore. Parce que aussi, ce que je vous disais un petit peu au départ, c'est que déjà même là, actuellement, on ne sait pas exactement qui, quand, comment dans cet hôpital Nord. C'est-à-dire que actuellement, d'une manière générale, il y a quand même une restructuration qui est en train d'être faite d'une manière générale dans la santé, avec des pôles qui sont en train de se créer, où on regroupe certaines activités à certains endroits et pas à d'autres. Et déjà, même ça, on ne sait pas, déjà, premièrement. Donc c'est déjà difficile de modéliser. Et en plus, il y a des choses où on peut faire des estimations de jumeaux numériques en se mettant, par exemple, ce qui se fait aux États-Unis ou au Canada. Je pense, par exemple, pour mon côté chirurgie, à tout ce qui est office surgery. C'est-à-dire qu'en plus de la bascule ambulatoire qu'on nous parle depuis des années et qu'on est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays, mais qu'on est censé le faire, pour ma part, pour chez Ortho, ce serait plus de 70% de l'activité qui se fera en ambulatoire. Mais il faut qu'on se projette encore plus loin avec l'office surgery et avec notamment une technique d'anesthésie en local, le Wallant, où on ferait quasiment en consultation. Et ça, est-ce qu'on va y arriver, pas y arriver? Est-ce qu'au niveau réglementaire, c'est des choses que... oui, les techniques, elles existent, elles se font, c'est modélisable dans d'autres pays. L'aspect réglementaire en France, pour l'instant, on est essentiellement bloqué par ça, que par la compétence du chirurgien. Donc faire un jumeau numérique, c'est, pour l'instant, on ne l'a pas fait. Est-ce qu'on le fera? Est-ce qu'il faudra en faire 15, 20, 30? Le jumeau numérique, c'est pas de modéliser le futur produit final. C'est d'abord évaluer les champs des possibles, voir ce que les nouvelles technologies peuvent apporter. Prenons le cas du chirurgien augmenté. À Rennes, il y a une expérience très intéressante. On utilise la 5G dans les blocs opératoires et donc on match aussi des
des images venant de la radiologie et il y a un dialogue avec le radiologue à distance et le chirurgien. Tout cela est tout à fait possible du point de vue technique. Et l'objectif du jumeau numérique, ce n'est pas de définir un seul produit final, mais de pouvoir élargir le champ des possibles. Et en fonction des champs du possible et des contraintes réglementaires, on va utiliser un cas d'usage. Et ce cas d'usage, on va toujours veiller à ce qu'il soit ouvert et extensible. Oui, c'est possible. Après, il y a aussi la réalité. C'est un peu comme ce que disait ce matin, c'était Nicolas qui en parlait, avec je ne sais plus quelle société il avait cité, que quand il rentre du coup dans un hôpital et qu'il voit la taille des écrans, il dit « Ah ben non, ta solution numérique, on ne va pas pouvoir l'avoir. » Oui, au niveau chirurgical, ça existe et j'ai fait des tests pour certaines solutions où on a le scan, où on peut faire de l'appel, où on aurait notre DPI connecté, où on pourrait vérifier. Enfin, ça existe et effectivement, dans la réalité, là, actuellement, je n'ai pas de borne passante, je ne l'utiliserai jamais. Enfin, et est-ce que on l'aura, est-ce qu'on le pourra, est-ce que financièrement la PHP ou les fonctions publiques pourront supporter ça? C'est-à-dire que sur la capacité d'anticipation, vous prenez le modèle du jumeau numérique pour dire qu'en ayant un modèle numérique sur lequel on aurait identifié énormément de paramètres, on sera en capacité d'anticiper des besoins, des flux, des adaptabilités. La question, pour essayer de recentrer sur le cœur du débat, c'est de dire ok, on est capable d'absorber, mettons, un flux entrant de plus 50% de patients parce qu'on pourrait remoduler l'espace. Mais dans le fond du débat actuel du numérique, c'est quel serait notre critère d'évaluation pour dire qu'une solution fait sens en dehors de la performance. Actuellement, la dérive est à dire on réduit les coûts en demandant toujours plus aux gens qui font déjà beaucoup. Ce qu'on constate, en tout cas, sur le terrain, c'est que par l'usage du numérique, on retire certaines difficultés à certaines tâches qui permettent aux gens d'absorber plus. Mais cette absorption de différentes tâches n'étant pas fluide, on retrouve une accumulation de tâches. Je suis sûr que le numérique optimisé, c'est un confort incroyable. Et toute la difficulté, la raison pour laquelle on se retrouve à discuter de tout ça, c'est qu'on n'a pas réussi en France aujourd'hui à s'organiser de façon à permettre une fluidité dans l'interconnexion entre les outils, dans la fluidité, dans l'anticipation, ce qui refait en écho ce que vous dites. On est tous d'accord sur les mêmes problématiques, on est tous d'accord sur les solutions à apporter. La problématique reste la même, c'est est-ce qu'on sera capable de s'organiser pour se dire que la société est ce qu'elle est, mais il serait bien qu'on ait un objectif au-dessus de tout ça qui nous permette d'avancer vers un bien commun. Et le bien commun avec l'humain au centre. Alors, il n'y aura pas de mot de la fin, parce que c'est évidemment un sujet évolutif, à moins qu'il y ait une dernière question. Oui. Oui, Olivier, merci. Laurent Brocker, je suis ingénieur en pédagogie au pôle numérique de la formation. Déjà, je voudrais vous remercier pour la qualité des échanges là, durant cet atelier. Et puis, faire juste préciser un point qui me semble fondamental, qui a été soulevé, c'était l'accompagnement. Et je crois que, de retour, nous, ce qu'on vit en tous les cas dans le digital learning, aujourd'hui, on ne déploie pas un projet sans l'accompagner. C'est-à-dire penser l'ingénierie tutorale et la penser en amont. Et alors, c'est sûr que c'est chronophage, c'est sûr que ça demande du temps, mais je crois que si vous voulez que ce soit un facteur clé de réussite dans le déploiement et l'implantation de nouvelles solutions, il faut vraiment penser ce temps d'ingénierie tutorale, d'accompagnement, et puis avec, si possible, des séquences courtes, parce qu'on sait aujourd'hui que le temps... voilà, c'était juste ça. Oui. C'est ça. Effectivement, après, les nouveaux, c'est-à-dire quand la start-up ou quand on a fini, comment on fait pour le quotidien, le nouvel arrivant, et quel que soit le sujet, en fait, pour moi, le vrai gros problème, c'est que qui est là aujourd'hui n'est pas là demain. Il n'y a pas de continuité. Et à tous les étages et dans toutes les fonctions. Donc, on recommence à zéro. Et on recommence à zéro. Et on refait le film. Et on refait le film. Et ça... il y a énormément d'enjeux derrière, politiques, stratégiques et tout ce qu'on veut, sociétaux aussi. Mais ça, c'est un vrai nœud. Hein. C'est un vrai nœud. Et juste, on n'a pas dit, mais la biologie, c'est vraiment... Il faut s'en sortir en France,
Par pitié, on ne peut pas, dans 10 ans encore, ne pas avoir une biologie pot commun partout en France. Tout le monde peut piocher la biologie au même endroit parce que là, on a gagné, je pense, un sacré paquet d'heures de soignants. On n'a pas du tout... On va... si on a encore une demi-seconde. Je crois qu'on est pris par le temps. Enfin, je ne crois pas, je suis sûr. Donc, et comme je l'ai dit, il n'y aura pas de mot de la fin, et c'est aussi l'intérêt de cet atelier. On voit l'évolutivité. Quelques mots-clés: interopérabilité, anticipation, bienveillance, et puis mieux-être, bien-être avec les outils numériques. Et on abordera ces sujets prochainement, l'année prochaine aussi sur cette Agora. Un grand merci à tous et à toutes pour cet atelier.